Omar Sissi est le gentil. Un film gentil pour vous, tous les gentils. Bon, ok, j'arrête d'utiliser ce mème, ça fait trop longtemps que je le mets sur mes vidéos avec Omar Sy, le gentil. Bref, aujourd'hui, Lupin, partie 3. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une série thriller française. Je parle bien sûr de Lupin. À nouveau, je crois que c'est la 3e fois sur la chaîne que j'en parle. Une série à l'origine créée par Georges Quay ainsi que François Uzan. C'est évidemment inspiré de l'univers d'Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc. Sauf que dans cette version à la place, vous aurez le droit aux aventures d'Hassane Diop. Interprété par Omar Sy, le mec super sympa. Et il n'aime pas les gens pas très gentils. Alors je rappelle que Lupin fait partie des plus grands succès français sur la plateforme Netflix. Notamment dû à son apparition dans le top 10 à l'international. Bref, aujourd'hui, nous en sommes déjà à la saison 3, qu'on nomme partie 3, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais aborder un petit sujet qui me tient à cœur. Vous savez, aujourd'hui, ça m'amuse beaucoup de voir des gens se plaindre prétextant que je suis devenu obsédé sur les sujets qui tournent autour de Chewbacca. Et à ça, je me pose une question, est-ce que ces gens-là ont déjà vu mes vidéos d'avant? Alors personnellement, je vous invite à checker mes 2 premières critiques sur la série Lupin, vieille de 2 ans, et vous verrez que mon discours n'a absolument jamais changé. Voilà, je reste droit dans mes bottes. Et j'ai même eu l'honnêteté de dire que ça me posait aucun problème de voir Omar Sy incarner le rôle principal d'une série ayant pour nom Lupin, car ce n'était pas du tout censé être une adaptation du personnage d'origine. Et je le pense toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un passage d'une de mes vidéos que je trouve maladroit. Le voici. On a eu aussi comme ça une autre scène un peu facepalm avec le vendeur de violon qui refuse de louer son violon parce que Hassane est noir. Bon, je tiens à rappeler que je suis moi-même issu des années 90. Clairement, le racisme n'était pas aussi poussé. La France n'a jamais eu le même rapport que les États-Unis entre les noirs et les blancs. Des racistes, il y en avait plein et encore aujourd'hui, hein. Sauf qu'au pire des cas, le vendeur aurait juste fait la gueule, il aurait été mauvais, mais il n'aurait pas interdit d'accepter son pognon. C'est vraiment la vision fantasmée par les élites antiracistes de notre époque. Dans cette vidéo, j'ai vu un commentaire disant que selon les couleurs de peau, on vit clairement dans des dimensions parallèles. Et en effet, je vous le dis en toute franchise, c'était clairement maladroit de ma part. Cela dit, j'ai essayé quand même de faire comprendre quelque chose. La série se passe, me semble-t-il, dans les années 90, et bien que le racisme était présent à cette époque et encore aujourd'hui, présenter une compilation de ce genre de scène dans cette série, qui a clairement été créée pour ça, fait vraiment partie d'une opération de propagande consistant à nous faire croire que la France a vécu la même ségrégation contre les Noirs que celle des Américains. Et montrer ça ne fait qu'attiser la haine contre les Français de souche. Ce qui n'a aucun sens également, c'est que le violon était destiné à la jeune Claire et non à Hassane. Et en cas de dégâts, il existe quelque chose qu'on appelle la caution. Tout ça pour dire que dénoncer le racisme, ok, mais cette scène m'a paru vraiment tirée par les cheveux. Et ce n'est absolument pas la seule d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on dénonce le racisme dans une série de 2021 où il n'a jamais été aussi bas, sauf envers les communautés extra-européennes. Et surtout envers les Asiatiques, et j'en ai été témoin plusieurs fois. Et là, bizarrement, tout le monde s'en fout. Silence radio sur Netflix. Vous savez, ce genre de scène présentée dans la série Lupin ne me poserait pas de problème si Netflix avait les balls de dénoncer tout, y compris les attentats en France. Les seuls attentats que Netflix a réussi à dénoncer dans une fiction grand public, je dis bien, c'est une vision fantasmée où l'extrême droite veut se débarrasser des réfugiés dans Loin du périph'. Bravo le veau. Mais voilà, en tout cas, j'insiste, je me suis mal exprimé et je m'excuse. Sincèrement, je n'accepte pas qu'un homme ou une femme se voit refuser les clés d'un loyer juste pour sa couleur de peau. D'autant que je connais mon public, je vous ai vu physiquement, vous êtes diversifiés, donc on est tous là pour s'entendre. Autrement, pour en revenir à la série Lupin, mon avis n'a jamais changé. Je trouve que ça n'a absolument aucune âme, aucune saveur, avec plein d'incohérences et de faux raccords, accompagné d'une bonne poignée de mauvais acteurs. Mais curieusement, j'ai fini par y faire dans la saison 2 qui, comme par hasard, a été moins appréciée par les fans. Il a suffi de retirer Louis Clichy de la réelle pour que les gens ouvrent enfin les yeux. Bref, passons à la partie 3. Alors que le jeune Hassane Diop est troublé par la mort de son père après avoir été accusé à tort, l'histoire de la série se déroulera en réalité 25 ans plus tard. Aujourd'hui, Hassane prend exemple sur son héros favori, Arsène Lupin, et ce pour venger son père. Après tout un tas de remue-ménage, notre héros se retrouve en cavale. Sa mission, tenter de protéger sa famille, Claire et Raoul, suivi de près par la police et des médias. Il est donc prêt à tout pour y parvenir, même si ça n'a absolument aucun sens. Alors je vous préviens, je vais spoiler, donc tous ceux qui sont encore ici et qui n'ont pas vu la série, ça signifie que vous en fichez. Autrement, je vous redirige sur ma toute première vidéo sur Lupin,
ou je ne spoilais pas. Quoi qu'il en soit, cette partie 3 sera composée de 7 épisodes d'à peu près 50 minutes pour voir ce héros à la française. Et c'est marrant parce que je me dis que vivant en France, je n'ai aucune idée de l'image que ça renvoie à l'étranger. Parce que vu comme ça, le héros tout le temps guidé par l'intelligence, mais surtout par la chance, eh bien je trouve que ça renvoie quand même un petit peu une image de kéké. Bref, si vous avez déjà vu mes 2 premières vidéos, je risque très fortement de me répéter, car finalement ce que j'ai vu c'est à peu près la même chose que les 2 premières parties, mais avec un semblant de continuité afin d'étirer l'aventure de façon à créer du contenu supplémentaire. Parce que dès le premier épisode, bien que le rythme soit solide, c'est toujours un peu la même chose avec des twists relativement cousus de fil blanc. Et ça, c'est quand même un gros problème. Je comprends la volonté de créer du divertissement. Ce qui me dérange, c'est que je sais continuellement qu'il n'arrivera rien au personnage d'Hassan, vu que c'est toujours un peu la même chose à chaque fois. Par exemple, à la fin du premier épisode de la saison 3, lorsqu'il fait une chute de 16 mètres de haut, je me suis dit... à tous les coups c'est fake. Et la résolution de l'énigme sera ultra tirée par les cheveux. Et ça n'a pas manqué. Son plan pour se faire passer pour mort n'a absolument aucun sens, mais bon. Et là il y aura un orage qui va lancer un éclair qui va réveiller mamie qui va venir me chercher. Et c'est lourd, car la situation est toujours en faveur d'Hassan. Dans l'épisode 2, on a la résolution, et à partir de l'épisode 3, c'est là qu'on commence à patiner et à tourner en rond sur des enjeux qui paraissent moindres. C'est quand même pas dingue cette saison, non? C'était vraiment intéressant l'intrigue autour de la maman d'Hassan. Alors attention, il se passe plein de choses dans cette série, mais vraiment beaucoup. Là n'est point la question. Je dis juste que ce n'est pas hyper intéressant. À la fin de la saison, on a la chute, donc Hassan se fait arrêter. Et comment... Enfin, combien de temps ils vont encore nous prendre pour des cons? On a tous très bien compris que c'était planifié depuis le début, blablabla, et ainsi de suite. Cette partie 3 va mettre l'accent sur la culpabilité d'Hassan. On comprend que son aventure est un réel plaisir comme une sorte d'addiction. Et comme toute addiction, il va devoir apprendre à ralentir pour espérer garder sa famille. On va d'ailleurs une fois de plus creuser son enfance. Et c'est là qu'on comprend comment il a acquis ses talents d'arnaqueur. Des scènes toujours montrées en alternance avec le présent. Le problème, c'est que le parallèle entre les flashbacks, la boxe, son pote, et tout ce qui se déroule dans le présent est tellement confus qu'on se doute bien assez tôt que tout ceci est posé là pour préparer un futur twist. Et ça nous emmène au souci suivant. Tout ce qui n'est pas Hassan n'est pas intéressant. Tous les autres personnages sont relativement transparents. Ils sont juste des pantins au service d'un divertissement standard. Ils n'ont rien à raconter puisque toute leur vie ne tourne qu'autour des agissements du héros, mais aucun malheureusement n'aura de profondeur. À l'exception bien sûr de Claire et son fils Raoul. Uniquement parce que ces 2 personnages sont de la famille d'Hassan. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce résultat étrange. Moi, moi, Omar Sy, je suis super fort et beau gosse. D'ailleurs, je ne comprends pas cette volonté de faire passer Omar Sy pour un espèce de canon de beauté qui fait fondre les filles. Bon, Omar, on va se calmer. Après, les goûts et les couleurs, mais là je vous pose la question. Omar Sy, sur une échelle de Brad Pitt, il y a combien sur 10? En tout cas, c'est très rigolo, ces tenues complètement extravagantes, censées le rendre discret alors que pas du tout. Et je dis pas ça méchamment, hein, n'oublions pas que la série reste quand même plutôt caricaturale. Et d'ailleurs, tout le passage de fin avec les militaires m'a fait beaucoup rire. Mais genre réellement, j'ai vraiment rigolé à gorge déployée. Je n'ai jamais compris pourquoi vous n'êtes pas devenu général. Jamais. Ah bah ça c'est drôle alors. On me remet la Légion d'honneur aujourd'hui même à Beauvau. Eh ben enfin, il était temps. Foutu politicard. Je trouve que ce genre de petite touche humoristique est ce qu'il manquait dans les premières saisons. J'aimerais bien revenir un petit peu sur Claire, en tout cas la version jeune. Tu sens? La testostérone? Mais non, l'énergie. Je vais te présenter Jean-Luc. Surtout des gamins qui se tapent dessus. Qu'est-ce qu'elle est chiante cette meuf. Non mais vraiment, qu'on soit un homme ou une femme, avouez que ce personnage, en tout cas la version jeune, est toxique. Elle parle trop mal, c'est insupportable. C'est comme si je rentrais dans un salon de coiffure pour femmes et je disais ça sent la fouf ici. On est d'accord pour dire que c'est mal poli. Et oui, j'ai bien compris le message derrière tout ça, voilà, on sait très bien que Netflix n'aime pas la testo, la masculinité, la muscu, la boxe, tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de Netflix, eh bien ça y est, ils ont enfin décidé de changer de sujet concernant le racisme. Ça parle encore de choses comme ça, mais c'est beaucoup plus subtil. J'irais même jusqu'à dire beaucoup plus crédible. Vous savez, dans cette série, je me suis rendu compte bien plus tard que j'ai eu des exigences bien trop fortes sur la réalisation de la première saison. Et ce, dû à son espèce d'aspect un peu feuilleton français, mais en plus. En voyant les saisons suivantes et au vu de la baisse de qualité, eh bien je reconnais que j'étais un peu dur. Et je me suis rendu compte que ce qui me donnait cette impression, c'était plutôt la musique très mainstream de téléfilms français, même si elle aussi parfois parvient à faire des efforts. Parce que oui, dans l'ensemble, il y a des efforts.
décors, des plans aériens, des transitions créatives, des travelling, trop de travelling. Ça reste globalement propre et ça glisse tout seul. Je remarque également un gros travail de montage, c'est très vif pour schématiser les tours de passe-passe d'arnaqueurs, donc on ne peut nier le travail sur la forme, après ça peut ne pas plaire en termes de goût pur. À côté, les acteurs s'en sortent pas trop mal. Dans les premières saisons, j'étais fatigué par les mauvaises interprétations de quelques-uns. Dans cette troisième partie, les seuls qui sont restés sont plutôt corrects, même si ça ne casse pas les briques non plus. Après, c'est le format de la série qu'il veut, puisque parfois ce sont plus les dialogues qui vont faire grincer les dents tellement que ce n'est pas naturel. Donc voilà, c'était Lupin saison 3 et ça manque selon moi toujours d'une âme. Et je pense que la saison 4 ne changera pas grand chose par rapport à ça non plus. En revanche, si vous avez apprécié les 2 premières parties et que vous n'avez absolument aucune exigence comme moi, il n'y a pas de raison que vous passiez un mauvais moment. On dirait une série faite par des robots tellement que c'est lisse et droit, mais ce n'est carrément pas mauvais pour autant et c'est bien le principal. Mais bon, voilà. Entre nous, une chose est sûre pour moi, aussi vite vu, aussi vite oublié. Mais ça, comme à chaque fois, c'était juste mon avis, donc n'hésitez pas à me faire part du vôtre dans les commentaires. Une fois de plus, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.